Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Merci d'être venus ce soir pour assister à la troisième conférence organisée par Place au débat cette année. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Madame Hélène Périvier, économiste au sein de l'Observatoire français des conjonctures économiques, où vous dirigez le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre, ainsi que le pôle d'évaluation des politiques sociales et familiales. Vous êtes également membre du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge, dont le but est notamment d'apporter au pouvoir public une expertise sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge et à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance. Et vous faites également partie du Haut Conseil scientifique de l'Observatoire national de la petite enfance. Vos travaux portent donc sur les politiques sociales, familiales et les inégalités entre les sexes. Vous travaillez actuellement sur l'évaluation de la réforme du congé parental, nous y reviendrons plus tard pendant cette conférence, et sur la mesure des discriminations et des biais de genre dans les processus de sélection avec le projet Prodige que vous dirigez. Si nous vous avons invité ce soir, c'est pour aborder certaines de ces thématiques. En effet, comme vous l'expliquez dans votre livre L'économie féministe, paru en 2020, l'économie est une sphère majoritairement masculine, ce qui a bien entendu des effets sur les concepts qui régissent nos sociétés actuellement. Les femmes représentent la moitié de la population active dans le monde, et pourtant 80% d'entre elles occupent des emplois à temps partiel, et pour un travail égal, leur salaire reste inférieur à celui des hommes. En France, malgré l'amélioration des conditions de vie de ces dernières et l'obtention de plus de droits depuis les années 50 notamment, on peut par exemple citer la loi du 13 juillet 1965 de réforme des régimes matrimoniaux qui leur permet d'ouvrir un compte en banque et de travailler sans l'accord de leur conjoint. Malgré des lois de ce type, les inégalités persistent, puisqu'en moyenne, selon l'Observatoire des inégalités, les femmes gagnent 23% de moins que les hommes en France en 2021. Nous allons donc échanger ce soir sur le concept d'économie féministe, sur la place des femmes dans cette discipline et sur les politiques sociales et familiales françaises, mais également européennes. Donc, notre première question, Madame Périvier, pouvez-vous tout d'abord définir la notion d'économie féministe? Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. C'est un invitation de vous poser sur les domaines sur lesquels je travaille. Donc, effectivement, le livre que vous avez mentionné, L'économie féministe, paru l'année dernière, essaye de comprendre ce que l'économie féministe recouvre et dans quelle mesure cette branche de l'économie, qui aujourd'hui est assez institutionnalisée, c'est suffisamment notable quand on compare avec d'autres sciences sociales, hein, l'économie féministe a un code JEL, hein, du Journal of Economic Literature, donc c'est une branche bien reconnue de la discipline, ce qui n'est pas le cas en sociologie, en histoire, en sciences politiques. Il n'y a pas de branche aussi institutionnalisée, et donc c'est en partant de ce constat que je me suis interrogée sur ce que pouvait apporter la perspective féministe à l'économie de part et ce que l'économie avait apporté au féminisme. C'est vrai, à propos de ce livre, vraiment, il y a des allers-retours très importants et qui sont très heuristiques entre cette science sociale qu'est l'économie et le féminisme d'autre part. Alors, qu'est-ce que l'économie féministe? Alors, peut-être il y a de multiples définitions. D'abord, au lieu de parler du féminisme, on devrait parler des féminismes, hein, parce que c'est un champ de pensée extrêmement riche qui est nourri de controverses, d'approches diverses, ce qui le rapproche d'un champ scientifique, hein, où les controverses sont vives. Et puis, de l'autre côté, on a une science sociale, donc l'économie, qui s'est un peu construite sur une vision disons, assez positiviste des sciences sociales, avec cette idée que l'économie pouvait se rapprocher de sciences dures. Et de cette façon, c'est vrai que les économistes se sont un peu éloignés d'une perspective normative qui serait quelle serait une société juste, quelle serait une société bonne. Et donc, la perspective féministe permet de pointer les différents biais, alors à la fois les biais de valeur, mais aussi des biais liés à l'expérience sociale des gens qui construisent la discipline, en l'occurrence, comme vous l'avez dit, initialement essentiellement des hommes, qui du coup ont laissé de côté des questions qui sont éminemment importantes pour la question féministe, comme par exemple le travail domestique. Donc ça, c'est évidemment un apport énorme que la critique féministe a pu
apporter en tout cas à cette science sociale qu'est l'économie. Et de l'autre côté, l'économie a beaucoup à apporter à la pensée féministe, puisque c'est une science sociale qui permet de comprendre les mécanismes inégalitaires et les discriminations, qui permet de les mesurer et donc d'en montrer l'ampleur et donc de remettre à l'ouvrage dans le débat public ces questions qui restent encore aujourd'hui, comme vous l'avez dit, extrêmement importantes. Donc, loin d'être un oxymore, en fait, l'économie féministe, c'est plutôt un champ de pensée extrêmement riche qui se nourrit à la fois de différentes écoles de pensée en économie et de différentes approches féministes. C'est pourquoi on devrait parler des économies féministes plutôt que de l'économie féministe, même si évidemment ce raccourci est plus facile. Donc voilà un peu rapidement comment je répondrai à votre question. D'accord, très bien, merci beaucoup. Notre deuxième question est la suivante. Pensez que notre économie est un produit de la société patriarcale. En anglais, il y a deux termes, economics pour sciences économiques et economy pour, disons, l'espace de production de biens, d'échange de biens et de services. Et en français, c'est le même mot, ce qui prête un peu à confusion. C'est pourquoi parfois on parle de sciences économiques pour bien distinguer social qui étudie un certain nombre d'aspects de nos sociétés et en particulier historiquement les questions de production de biens et de services. Donc, si vous entendez par l'économie est-elle le produit du patriarcat, d'ailleurs dans les deux sens, c'est des choses qui pourraient se discuter. Ce qui est sûr, c'est que la science économique a été produite dans ses origines par des hommes pour être au service d'une société dirigée par des hommes, dans le cadre du patriarcat. Si on fait remonter la science économique, ne serait-ce qu'à Adam Smith, du 19e siècle, c'est vraiment le siècle du patriarcat politique, institutionnalisé. Et donc, de ce point de vue-là, les économistes ont pensé les outils et ont pensé y compris les questions à poser, la pertinence des questions à poser dans ce cadre-là. Donc, comme je disais tout à l'heure, de fait, ils sont passés à côté d'un certain nombre de sujets. Et si on prend, par exemple, peut-être l'aboutissement à la fin du 19e de la science économique dans sa vision peut-être la plus formalisée, avec l'équilibre walrasien, Léon Walras, c'est un équilibre qui pense l'équilibre des marchés, donc de la sphère marchande, et qui laisse de côté ce qui n'est pas marchand. Et donc, c'est bien parce qu'il y a une vision extrêmement masculine, voire patriarcale, qui est que les hommes restent dans la sphère publique alors que les femmes sont cantonnées à la sphère privée, qui a empêché les économistes, d'une certaine façon, de s'intéresser à tout ce qui se passe dans le non-marchand. Or, aujourd'hui, on le sait, il se passe énormément de choses dans le non-marchand. Donc, voilà, première partie de ma réponse. Maintenant, si votre question, elle était, est-ce que l'économie, en sens de l'organisation économique du monde, et de notre, que ce soit au niveau d'un pays ou plus largement du monde, et le fruit du patriarcat, je serais, disons que c'est la question, encore une fois, des échanges économiques s'insère de façon, j'allais dire, consubstantielle à l'espace politique dans lequel il se trouve. Donc, à partir du moment où vous avez des institutions politiques, des institutions sociales qui portent le patriarcat, c'est-à-dire la domination masculine, le pouvoir aux hommes, en particulier le pouvoir aux pères dans la famille, eh bien, évidemment, ça va structurer à la fois la production de richesses, qui détient ces richesses, qui accède au capital productif, etc., etc. En l'occurrence, vous en avez un peu parlé dans votre introduction, qui accède au marché du travail, par exemple. Donc, voilà, c'est une double réponse selon la façon dont vous entendiez ce qu'est l'économie. Très bien, merci. La question suivante va plus se porter sur le militantisme. Vous avez dit dans plusieurs interviews que vous n'étiez pas militante féministe, mais économiste féministe. Mais quelle différence faites-vous entre le militantisme et votre travail en tant que chercheuse en économie? Est-ce qu'il n'y a pas des points communs qu'on peut accorder à ces deux sujets? Alors, ce que j'ai dit souvent dans les interviews, c'est pas tant que j'étais pas une militante féministe. En l'occurrence, c'est vrai que je suis pas une militante au sens une activiste, mais c'est pas tellement ça que je voulais pointer. Je dis que dans mon parcours personnel, je n'étais pas à vos âges, je n'étais pas une militante féministe. Non pas que j'étais anti-féministe, loin de là, mais j'étais pas du tout dans une optique je pense que je n'avais pas conscience
des discriminations dont les femmes sont victimes, alors, en l'occurrence sur le marché du travail, mais plus largement. Je n'avais pas conscience de l'importance des inégalités entre les sexes. Je pense que ça tient bon, à mon parcours personnel peut-être aussi, mais aussi, moi, voilà, c'était dans les années 90, hein, et c'est pas des décennies, 80-90, c'est pas des décennies dans lesquelles le féminisme avait le vent en poupe, hein, c'est pas des choses qui étaient, il y avait une sorte de sentiment qu'on pouvait prendre pour acquis que l'égalité était là. Et de ce point de vue-là, quand on était jeune, bah, c'est vrai que c'était pas forcément des choses dont on pouvait s'emparer. Et ce que j'ai voulu dire dans ces interviews, c'est que je suis venue au féminisme par l'économie, ce que je trouve suffisamment singulier pour être souligné, c'est-à-dire que précisément, hein, c'est par ma discipline et mes travaux de recherche que je me suis convaincue de la profonde injustice qui est faite aux femmes en général et de l'état des inégalités, des discriminations, y compris dans des pays riches. Voilà, donc c'est un peu ce parcours-là que je voulais décrire, puisque très souvent, on va pointer l'économie féministe comme une forme d'oxymore, hein, dans lequel le féminisme perçu comme un activisme, ce qu'il est en partie, hein, eh bien, pollue la dimension scientifique de l'économie, donc polluerait la dimension scientifique de l'économie, et que de fait, il est impossible de produire des connaissances à partir de cette posture-là. Donc, bon, c'est pour ça que je parlais de mon parcours, parce que je pense que ça illustre en fait l'exact contraire, même si c'est très propre à mon parcours personnel, mais je trouve ça intéressant de vous montrer que dans mon cas, c'est l'exact contraire qui s'est produit, puisque c'est la science sociale qui m'a conduit à avoir une réflexion féministe. Maintenant, je pense que c'est ce que j'essayais de dire un peu tout à l'heure, c'est-à-dire je pense que dans la pensée féministe, il y a la dimension activiste de terrain pour promouvoir les droits des femmes, l'égalité, etc. Mais il y a aussi une dimension quasi scientifique de réflexion sur la controverse des sexes, les inégalités entre les sexes, les rapports sociaux de sexe, on pourrait tout un ensemble de concepts, de théories, et puis de beaucoup de controverses, encore une fois, hein, sur la façon de penser ces inégalités, ces discriminations, qui fait que les féministes ne peuvent pas être perçus comme une revendication catégorielle, c'est bien plus que ça, c'est une véritable dimension des principes de justice ou d'une théorie de la justice qui, du coup, ne peut pas être évincée d'une réflexion au sein d'une science sociale comme l'économie, de la même façon qu'on ne peut pas évincer la redistribution des richesses de la réflexion que les économistes portent sur le monde ou de leurs analyses. Donc, c'est pour moi, ça s'insère complètement dans les deux. Donc, voilà, je clarifie un tout petit peu ce que j'ai voulu dire là. Et bien évidemment, l'activisme féminisme militant est extrêmement important pour faire avancer la cause des droits des femmes et la réduction des inégalités et la lutte contre les discriminations. Très bien. Et ma question suivante se porte plus sur l'aspect politique de l'économie féministe. Est-ce qu'elle peut être transversale à toutes les écoles de pensée ou est-ce qu'elle penche naturellement à gauche, comme les mouvements féministes penchent naturellement à gauche? Et est-ce qu'elle peut être compatible avec notre société capitaliste actuelle? Alors là, vous soulevez une grande question. Moi, je pense que dans mon livre, la thèse que je défends n'est pas celle qui est habituellement, en tout cas, c'est pas celle qui domine la pensée féministe en économie. D'abord, peut-être avant de vous répondre, vous dire que qu'est-ce qui fait qu'on reste dans une démarche scientifique, c'est pas la dimension, c'est pas la volonté d'objectiver parfaitement les faits sociaux parce que c'est impossible, mais c'est plutôt, je pense qu'il y a plusieurs étapes, hein, c'est ce que j'essaie de décrire dans les livres, dans la démarche scientifique, mais il y en a une qui est très importante, c'est de poser une question et de ne pas préjuger des résultats qu'on va obtenir. Ça, c'est évidemment une démarche, un point absolument central, hein, et donc quand les économistes féministes posent la question des inégalités salariales, par exemple, elles ne préjugent pas du degré de ces inégalités. Voilà. Donc, après, la controverse peut s'installer sur qu'est-ce qui, dans ces inégalités salariales et du ressort de la discrimination, comment la mesurer, comment isoler le fait de la discrimination, etc. Donc, ça, c'est juste pour poser un petit peu ce tableau autour de la démarche scientifique. Donc, je me suis un peu perdue dans mes... Rappelez-moi juste votre question, parce que je voulais absolument préciser ce point-là. Est-ce que l'économie féministe, pardon, peut être transversale à toutes les écoles de pensée ou est-ce qu'elle penche naturellement à gauche?
Alors, déjà, vous soulevez une question intéressante qui est est-ce que, donc, vous supposez déjà que dans les écoles de pensée, il y a un penchant naturel à gauche ou à droite. Bon, on peut le reformuler différemment, même si c'est rhétorique. Il y a évidemment dans les écoles de pensée des écoles de pensée libérales, voire néolibérales, voire libertariennes, et puis des écoles de pensée plus marxistes ou plus social-démocrates, on pourrait dire comme ça, ou d'un capitalisme régulé. Donc, c'est vrai que les écoles de pensée sont traversées par, en tout cas, une certaine vision du libéralisme. Ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, c'est peut-être une différence entre disons, ce qui a dominé la discipline pendant très longtemps, c'est l'école néoclassique, hein, donc plutôt une école libérale dans le sens où elle fait une part belle au marché, où il y a cette idée que l'offre et la demande s'ajustent par le prix, que l'équilibre est un équilibre que l'on peut qualifier juste et efficace. Et c'est là où ensuite ça peut flirter avec le néolibéralisme parce que certains économistes vont mettre en avant le libéralisme économique devant les libertés politiques. Hein. Donc, j'essaye de donner des exemples emblématiques, mais ils sont bien connus, hein, comme Milton Friedman ou Gary Becker, qui sont des économistes qui pensent que les libertés économiques priment et que les libertés politiques sont découlées de ces libertés économiques. C'est en ce sens-là où je définis le néolibéralisme. Alors maintenant, le modèle néoclassique reste un outil didactique. La raison aussi pour laquelle il a dominé la discipline, c'est aussi parce qu'il est j'allais dire, assez facile à manipuler, qu'il est une simplification de la réalité, mais c'est aussi le propre d'un modèle théorique, d'être une simplification de la réalité. C'est à ça que ça sert, un modèle théorique, parce que s'il est trop compliqué, il ne nous aide pas à penser. Et d'une certaine façon, le modèle néoclassique aide à penser certaines choses. Le problème, c'est qu'il reste un cas très particulier, voilà, c'est ce qui montre difficilement généralisable. Alors, ce que je vous dis là, ce n'est pas forcément consensuel, puisque certains économistes vous diraient, non, il est consubstantiellement néolibéral, il est consubstantiellement libéral et donc il ne permet pas de penser à un certain nombre de problématiques. Dans le livre, en tout cas, je défends la thèse que le féminisme est transversal. D'abord parce qu'on trouve effectivement des chercheuses, c'est plus souvent des femmes, qui se revendiquent du modèle néoclassique et donc d'une certaine école libérale et qui se revendiquent féministes. Et puis je ne vois pas en quoi moi je jugerais qu'elles ne le sont pas. Hein. Je pense, dans le livre, je cite plusieurs, et qui mobilisent le modèle néoclassique pour disons, se le réapproprier de sorte à montrer les inégalités sous une certaine facette. Mais historiquement, c'est vrai que la pensée féministe en économie, elle est venue de la pensée marxiste féministe, parce que, évidemment, le marxisme est bien mieux équipé pour penser l'oppression, la domination. Donc, dès le départ, cette idée, elle était quand même bien présente dans la pensée marxiste. Néanmoins, les marxistes ne pensaient pas les inégalités femmes-hommes comme, en tout cas, ils les pensaient comme secondaires. Et donc, la lutte des classes étant la priorité, les inégalités femmes-hommes seraient réduites, serait annulée par la dictature du prolétariat. Donc, mais néanmoins, c'est par là que le féminisme est rentré dans la discipline. Mais il me semble qu'aujourd'hui, il est très transversal et c'est pourquoi c'est peut-être une erreur quand je vous ai dit au début de la conférence que dans les codes JEL du Journal of Economic Literature, l'économie féministe était bien institutionnalisée, elle l'est, mais comme un sous-ensemble des économies hétérodoxes, de l'économie hétérodoxe aux côtés de l'économie marxiste et institutionnaliste. Ce qui, moi, me semble une erreur épistémologique, puisque je pense qu'au contraire, c'est une pensée transversale qui nourrit l'ensemble à la fois des thématiques et des outils d'analyse. Voilà. Donc, mais ce que je vous dis là n'est pas nécessairement consensuel. Hein. Je pense que voilà, beaucoup de mes collègues pourraient être en désaccord profond avec moi, mais en tout cas, c'est la lecture que je fais de l'économie féministe. Merci pour votre réponse. On va passer à la question suivante qui concerne notamment la Suède. Vous expliquez dans votre livre L'économie féministe qu'on a déjà cité que dès 1945, l'État suédois a développé des politiques encourageant l'activité marchande des femmes. L'égalité homme-femme est une des priorités du pays et la Suède est souvent considérée comme la championne mondiale dans ce domaine. Si la sphère politique suédoise est très féminisée avec 49% des postes occupés par des femmes, la sphère économique l'est beaucoup moins, puisque seuls 10% des postes de direction au sein des entreprises sont occupés par des femmes. Comment expliquer cette différence et pourquoi l'économie, même dans un des pays les plus égalitaires au monde, reste-t-elle une discipline majoritairement masculinisée ? Parce que ce que je soulève juste dans le livre, que je ne développe pas, c'est vrai que quand on regarde la formation des états sociaux dans les pays riches, en l'occurrence dans les pays européens,
c'est assez intéressant de comparer la Suède et la France, parce qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, enfin, déjà dès la première moitié du XXe siècle, ces deux pays font face à une crise démographique importante. Donc les deux pays se posent la question de comment encourager la natalité. Et on voit que la réponse a été très différente, pour des raisons complexes que je ne pourrais pas complètement expliquer, hein, d'abord parce que je pense que ce serait compliqué, parce que c'est très systémique, hein, d'une certaine façon, mais on voit que la réponse que la France a apportée, c'est de créer un ensemble de politiques publiques qui vont encourager non seulement le mariage, mais aussi la division sexuelle des rôles dans le mariage, avec cette idée que si les femmes ne travaillent pas, alors elles auront plus d'enfants, et donc ça va dynamiser la natalité. La réponse suédoise a été tout autre, puisque ça a été une réponse par la socialisation du coût de l'enfant, c'est-à-dire l'externalisation de la famille d'un certain nombre de tâches et de coûts, en particulier l'éducation des enfants, avec des systèmes d'accueil des jeunes enfants qui se sont développés. En tout cas, il y avait cette volonté-là. Ce n'était pas parfait dès le début, mais disons qu'il y avait cette volonté de réduire les inégalités sociales et les inégalités femmes-hommes dans une optique également nataliste, ce que je trouve assez intéressant, parce que l'objectif était finalement le même, mais la réponse était très différente. Alors, ça ne veut pas dire non plus que la Suède, c'est pas non plus un pays qui a résolu la question de la division sexuelle du travail. Il y a une forme de division sexuelle du travail encore très importante en Suède, ne serait-ce qu'entre le secteur public et le secteur privé. Les congés parentaux, on reviendra certainement dessus, sont quand même majoritairement pris par les femmes, mais ils ont conscience à chaque fois de ces écueils et ils cherchent à améliorer leur politique publique pour répondre à ces questions-là. De fait, par exemple, le congé parental, ils ont introduit un certain nombre de dispositifs pour qu'il soit mieux partagé entre les deux parents. Donc, c'est pas, voilà, ils n'ont pas résolu, j'allais dire, si ça a un sens, la racine, en tout cas le problème en tant que tel. Simplement, ils ont aménagé cette division sexuelle des rôles pour qu'elle soit porteuse d'émancipation économique pour les femmes, ou à minima qu'elles réduisent la dépendance des femmes vis-à-vis de leurs conjoints, ce qui peut conduire parfois à l'augmenter vis-à-vis de l'état social. Mais c'est quand même très différent. On peut dépendre de politiques publiques, mais on ne dépend pas ou moins de son conjoint. Donc voilà un peu la réponse que j'apporterais, qui est très partielle par rapport à la question que vous soulevez. Mais voilà, le problème n'est pas parfaitement résolu, mais en tout cas, la voie qu'ils ont choisie est une voie qui est porteuse d'émancipation économique des femmes, certainement beaucoup plus que celle de nombreux pays européens. Pénélope, on ne t'entend pas, tu n'as pas ton micro, je crois. Pardon. Pas de souci. Donc, on voulait rebondir sur quelque chose que vous avez dit dans une interview donnée sur France Inter. Vous avez expliqué que selon vous, Emmanuel Macron était passé à côté d'une réforme fiscale et sociale du quotient conjugal. Donc, quelle réforme de l'imposition des couples proposeriez-vous en France et en quoi cette réforme aurait un impact sur l'égalité homme-femme dans notre société? Oui, alors ça, c'est vrai qu'il y a un grand tabou dans le débat public français, c'est cette question du quotient conjugal. Ce quotient conjugal, il est mis en place à la sortie de la Seconde Guerre mondiale dans l'optique, comme je vous le disais tout à l'heure, ce qui est très propre, qui caractérise l'État social français, qui était de dire qu'on souhaite encourager, dans le cadre du mariage, que la femme reste à la maison, s'occupe des enfants, toujours dans cette optique un peu nataliste, et que monsieur travaille. De ce fait, dans le calcul de l'impôt, puisque l'impôt doit tenir compte de la capacité contributive des ménages, madame représente une sorte de charge pour monsieur, puisqu'elle n'a pas de revenus, et donc il était normal dans ce contexte-là, en tout cas cohérent, pour le dire différemment, de tenir compte de ces Aujourd'hui, les couples pacsés, mais initialement il n'y a pas de couple pacsé, mettent en commun leurs ressources, qu'ils déclarent conjointement leurs revenus. Ensuite, on va attribuer 2 parts fiscales aux couples mariés, on va appliquer le barème progressif et on va remultiplier par le nombre de parts pour obtenir le montant d'impôt à payer. Alors, quel est le résultat de ce dispositif? Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il a été conçu. C'est lorsqu'il y a des niveaux de revenus très inégaux entre les deux conjoints, eh bien, il procure un avantage fiscal substantiel par rapport à une imposition séparée. Voilà. Si les revenus des deux conjoints sont identiques, ça ne change rien entre quotient conjugal et imposition séparée. Par contre, lorsque les revenus sont très inégaux, ça permet de réduire le montant d'impôt. Mais c'est bien
précisément pour ça qu'il a été créé, puisqu'il a été créé justement à la fois pour encourager les couples à se marier, à faire des enfants, et pour encourager madame à rester à la maison. Donc, dans cette logique-là, il y a une forme de cohérence. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que dans beaucoup de pays, hein, l'imposition conjointe était la règle, mais à partir des années 80, 70, 80, 90, beaucoup de pays ont réformé ce système. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que ce n'est pas de l'individualisation pure, mais en tout cas, il y a des hybridations de ce système pour limiter en tout cas la désincitation au travail des femmes. Alors, en France, ce n'est pas le cas. Et c'est d'autant plus intéressant que, adossé au quotient conjugal, il y a ce que vous connaissez peut-être, qui est le quotient familial, hein, qui donne des parts fiscales attribuées aux enfants et qui permet de tenir compte de la charge d'enfant, avec des parts d'autant plus importantes à partir du troisième enfant. Voilà, une demi-part pour le premier, une demi-part pour le deuxième, puis une part entière pour le troisième, toujours un peu dans une optique nataliste. Simplement, voilà, ce quotient conjugal, il a été progressivement plafonné parce qu'on a jugé que cet avantage qui augmente avec le revenu du ménage pouvait devenir profondément injuste parce que ça revenait à socialiser la dépense des enfants de couples très riches et que ça n'avait pas vocation à faire ça, donc il a été plafonné. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a plafonné le quotient familial, mais pas le quotient conjugal. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas dit qu'à un moment, pour un niveau de revenu très élevé, il pouvait être intéressant de limiter l'avantage fiscal lié au fait d'avoir un conjoint inactif, par exemple. Et ça, je trouve que c'est vraiment une vraie question, j'allais dire, déjà de sciences politiques, c'est de comprendre pourquoi cette question n'a pas été posée. Dans les années 80, lorsque Mitterrand arrive au pouvoir, la question du quotient familial est posée, hein, donc de l'injustice que ça pouvait être, puisque ça contribuait à aider davantage les familles riches, mais pas celle du quotient conjugal. Alors même que dans le programme de François Mitterrand, il y avait un volet féministe relativement important, avec notamment la construction de crèches, en tout cas un engagement fort à la construction de crèches. Donc on aurait pu imaginer que cette question du quotient conjugal émerge, et ça n'a pas été le cas. Et dans les différentes réformes du quotient familial, jamais le quotient conjugal n'a été interrogé. Et en fait, quand ce débat est mis sur la place publique, il y a très souvent une forme de polarisation très forte entre des gens qui vont proposer l'individualisation de l'impôt, comme l'avait fait Camille Landais, Thomas Piketty dans leur livre « La révolution fiscale », hein, avec cette idée de mettre fin à cet avantage fiscal qui est d'autant plus important que les couples sont riches. Et de l'autre côté, vous avez des défenseurs d'un familialisme, j'allais dire, un peu conservateur, qui d'ailleurs, pour le dire, transcendent l'échiquier politique. Hein. Vous pouvez trouver des gens à gauche comme à droite qui vont défendre le quotient conjugal. Je trouve ça d'ailleurs assez intéressant. Donc voilà, le débat se polarise. Et oui, c'est un petit peu dommage qu'on rate le coche systématique de cette réforme parce que c'est un dispositif qui est potentiellement désincitatif à l'activité des femmes, qui est contraire à un principe d'équité fiscale et qui permettrait, sa réforme permettrait de dégager des marges de manœuvre budgétaires pour, par exemple, produire une politique familiale qui serait porteuse d'émancipation des individus, des femmes en particulier, qui permettrait de promouvoir l'égalité des enfants face à la socialisation. Enfin voilà, il y a tout un ensemble de choses qu'on pourrait faire avec cet argent. Juste pour finir, pour vous donner l'ordre de grandeur, l'individualisation de l'impôt conduirait à une augmentation des recettes fiscales de l'ordre de 10 milliards d'euros. Le plafonnement du quotient conjugal au niveau du quotient familial, c'est à peu près 3 milliards d'euros. Donc même simplement un plafonnement qui ne remet pas en cause le dispositif en tant que tel, mais qui à minima réduit l'avantage fiscal pour les couples très riches, voilà, ça dégage quand même des recettes fiscales qui permettent de faire des choses. Alors je sais bien qu'aujourd'hui on est plutôt dans le quoi qu'il en coûte, donc on n'en est plus à 3 milliards d'euros, mais voilà, c'est quand même d'un point de vue de la cohérence du système fiscal et social, il y a quand même un enjeu de réforme qui me semble assez important et insuffisamment débattu. Très bien, merci beaucoup. Justement, pour continuer sur le thème des réformes en termes de politique familiale, on va parler maintenant du congé paternité. Le 1er juillet 2021, la durée du congé paternité en France est passée de 14 à 28 jours, dont 7 jours sont désormais obligatoires. Considérez-vous cette réforme comme suffisante ? Pensez-vous, comme l'indiquent certains experts, qu'il faudrait rehausser l'indemnisation du congé paternité et le rendre obligatoire ? Et globalement, quels intérêts sociaux et économiques pourraient résulter d'une nouvelle réforme ? Alors, tout de suite sur l'indemnisation du congé paternité, il ne s'agit pas… Alors,
il est au même niveau que le congé maternité. Le congé maternité-paternité sont des congés qui sont attribués aux parents au moment de la naissance de l'enfant, donc à prendre autour de la naissance de l'enfant. Il faut bien les distinguer du congé parental. Ils sont indemnités par l'assurance maladie qui, jusqu'à un certain plafond, couvre l'intégralité du salaire de la personne. Et puis ensuite, ça dépend, quand on est cadre supérieur ou quand on est cadre et qu'on gagne plus que ce plafond, il y a des accords collectifs selon les secteurs et selon les entreprises qui permettent de couvrir l'intégralité du salaire. Donc le congé paternité, il est couvert au même titre que le congé maternité. Ça, c'est un premier élément. Alors, d'abord, peut-être pour dire que donc il avait été allongé au début des années 2000, il avait été créé, parce qu'il y a 3 jours de congé pour naissance d'enfants, auxquels se sont ajoutés 11 jours de congé paternité. Et ça, c'était au début des années 2000. Et depuis, c'était rien passé. Alors, il se trouve que la France était très en retard par rapport à d'autres pays européens. Et là, je ne vous parle pas de la Suède. Je vous parle par exemple de l'Espagne, où le congé paternité est déjà beaucoup plus long et dont une partie est obligatoire. Le Portugal, qui a aussi innové beaucoup en matière de congé maternité, paternité et parentaux. Et en fait, là, la décision qui vient d'être prise de passer le congé paternité de 11 jours à 28 jours, j'ai envie de dire, c'est juste un rattrapage du retard que la France avait par rapport à ses partenaires européens. Donc, on n'est pas du tout dans une réforme absolument miraculeuse. On est dans quelque chose qui était le minimum de ce qu'il fallait faire, au moins pour pouvoir avoir l'air de ressembler, en tout cas du point de vue des droits des deux parents, d'être assez proche de nos partenaires, y compris nos partenaires européens du Sud. Donc ça, c'est un premier élément. Sur le caractère obligatoire, donc une partie de ce congé paternité depuis juillet est obligatoire. C'est vrai que c'est une façon, tout comme le congé maternité, dont une partie également est obligatoire, c'est une façon de répondre à une partie du non-recours des pères au congé paternité qui tiendrait au fait que l'environnement de travail n'est pas propice au congé paternité. C'est vrai que lorsque les hommes évoluent dans des métiers dans lesquels ils sont entourés d'hommes qui ne prêtent pas de congé, ça n'est pas du tout une pratique professionnelle, c'est potentiellement plus difficile pour eux de prendre une décision qui n'est jamais prise par les collègues. Il peut y avoir un peu de pression du côté de l'employeur, ça peut être pas bien vu, on n'envoie pas les bons signaux. Donc c'est vrai que le rendre obligatoire, ça coûte court à toute discussion autour de qui prend ce congé, pourquoi il prend ce congé, etc. Qu'est-ce que ça veut dire de prendre ce congé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle une partie du congé maternité est obligatoire. C'est pour protéger les travailleuses, pour qu'elles puissent prendre ce congé sans qu'il puisse y avoir une quelconque forme soit d'oppression, soit de pression sociale, soit etc. Donc ça, c'est l'intérêt de cette dimension obligatoire. Donc, sur cette mesure qui a été prise, moi, je pense que c'est une excellente mesure pour plein de raisons. Et au-delà de la question femmes-hommes, c'est un droit du second parent qui du coup, est un droit supplémentaire. Et je pense que ça permet, au moment de la naissance, aux deux parents de retrouver une place, parce que ce n'est pas forcément un moment facile pour les deux parents. Mais ça ne peut pas être vu comme l'alpha et l'oméga des politiques d'égalité et le levier majeur de la répartition des tâches domestiques et familiales dans les couples qui pourrait être équilibrée. Ça, on est très, très, très loin du compte. Voilà. Donc, c'est une mesure qui me semble très positive, qui va dans le bon sens, mais qui reste assez, j'allais dire, probablement assez symbolique, peut-être pas, mais en tout cas insuffisamment structurelle pour modifier la répartition des tâches domestiques entre les femmes et les hommes après l'arrivée des enfants. On voulait aussi rebondir sur quelque chose que vous soulevez dans votre livre, donc l'économie féministe. Vous expliquez que la perte de revenus issue de la discrimination exercée à l'encontre des femmes dans le monde représenterait 16% du PIB mondial. Donc rendre plus égalitaires nos sociétés, ça signifierait améliorer l'état de nos économies. Pensez-vous que l'aspect idéologique et social de la lutte pour l'égalité homme-femme est actuellement mis au second plan après les préoccupations d'ordre économique? Alors précisément dans mon livre, c'est certainement pas ça que je dis, parce que précisément je trouve cette argumentation qui est de dire faisons travailler les femmes, ou en tout cas en augmentant les taux d'activité des femmes, on va augmenter le PIB mondial. Enfin, si vous écoutez McKinsey, on est assis sur un tas d'or et on ne le sait pas. Et non seulement un argument qui me semble
très contestable du point de vue scientifique, pour plein de raisons, parce que je pense qu'il y a énormément de choses complexes qui ne sont pas prises en compte. Si on veut faire un calcul coût-bénéfice et qu'on veut le faire proprement et qu'on veut le faire avec sérieux, je pense qu'il faut prendre à la fois les choses gagnantes, mais aussi les choses qui vont être perdues. Et par ailleurs, je pense que ce n'est pas du tout la bonne question de poser l'émancipation économique des femmes. Pourquoi ? Parce que là, on est vraiment, pour moi, dans une optique néolibérale telle que je la décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on place l'argument économique comme une fin en soi, et l'argument politique qui est l'égalité des sexes ou l'argument en termes de justice ne devient qu'instrumental, c'est-à-dire qu'il ne devient qu'au service d'une certaine vision de l'efficacité ou d'une certaine vision de la richesse. Donc, je pense que cette façon de poser le problème peut-être est extrêmement problématique pour plein de raisons, mais je pourrais détailler, hein, y compris par exemple les argumentations autour du coût des discriminations. Hein. On entend souvent il faut lutter contre les discriminations parce qu'elles sont coûteuses. Ça me semble très problématique, d'abord parce que ce n'est pas toujours le cas. Elles ne sont pas toujours coûteuses. Elles peuvent être neutres, voire parfois même rapportées, ça dépend du point de vue de l'acteur dont on se place. Et ça, du coup, ça pose la question de ce qu'on fait de cette réponse. Vous voyez, parce que si on se dit qu'on lutte contre les discriminations parce qu'elles sont coûteuses, alors que fait-on lorsqu'elles ne le sont pas ? Ça veut dire qu'on considère que malgré l'injustice qui est faite aux gens qui subissent ces discriminations, alors, puisqu'il n'y a pas d'inefficacité observée, il n'y a pas de raison de lutter contre, c'est un peu dangereux. Disons que j'ai envie de dire, on se met un peu sur une pente savonneuse. Donc, cet argument-là ne me parle pas du tout, ce qui ne veut pas dire qu'on n'ait pas besoin de quantifier. Ce qu'on a besoin de quantifier, c'est la capacité des politiques publiques à réduire les inégalités et les discriminations à moindre coût, c'est bien légitime, d'être efficace dans cette lutte contre les discriminations, mais ce n'est certainement pas ce que va nous rapporter ou ce que nous rapporterait, parce que là, on va tomber soit dans un sexisme bienveillant, soit dans une posture qui peut être extrêmement dangereuse et contre-productive en matière d'égalité. Très bien, merci beaucoup. Avant de passer à la question suivante, je rappelle que vous pouvez nous poser des questions dans le chat et que nous y répondrons à la fin de la conférence. Donc, la question suivante est la suivante. Qu'est-ce qui retient la sphère politique de faire de l'économie féministe une priorité, selon vous ? C'est une question vaste. Mais ça, c'est une grande question. Je ne peux pas répondre en fait à toutes les questions parce que je pense que ça soulève un certain nombre de problèmes auxquels moi-même, je n'ai pas de réponse en tant que citoyenne et en tant que chercheuse. Je pense que ça fera le lien avec ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est que l'égalité, ce n'est pas un processus gagnant-gagnant. Je ne crois pas du tout à cette narration. Je pense que ça fait des perdants et c'est pour ça qu'il y a des résistances, parce que si ça faisait que des gagnants, on ne voit pas très bien d'où viendraient les résistances. Alors on peut toujours raconter l'histoire que les gagnants qui se sentent perdants finalement sont gagnants mais ils ne se rendent pas compte qu'ils y gagnent. Bon, ok, non, en fait l'égalité ne fait pas que des gagnants et que de fait les gens qui perdent ou les catégories qui perdent résistent. Et si vous regardez un petit peu ce qui se passe au niveau du monde, les avancées qui ont pu être faites en matière de droits des femmes, d'égalité des sexes dans le monde, on a vu quand même un gros retour de bâton avec notamment la présidence de Trump, où on peut penser à Bolsonaro au Brésil, à l'est de l'Europe aussi, on a beaucoup de résistances qui se font au jour, de façon très, j'allais dire, très marquée, y compris sur des droits reproductifs comme le droit à l'avortement, dans le sein de l'Union européenne. Les pays, je ne vous l'apprends pas, c'est dans la presse, c'est central, des pays qui reviennent sur ce droit fondamental des femmes à disposer de leur corps. Donc, pourquoi ça ? Parce que je pense que le conservatisme revient un peu comme un boomerang et que l'égalité crée des résistances. Ça veut dire aussi qu'on a avancé, parce que ça veut dire que ça a piqué un peu et que du coup, ça a piqué. Donc, vous avez une forme de résistance qui émerge. Donc, ça, j'allais dire, c'est la réponse un peu facile parce qu'on la voit. Maintenant, votre question, elle est plus subtile parce que c'est pourquoi dans un pays riche, on ne s'empare pas de ça ? D'abord parce que je pense que ce n'est pas consensuel. D'abord, le terme féminisme, même s'il a beaucoup évolué, et je pense, comme je l'ai dit au début de la conférence, alors que dans ma jeunesse, il était quasi, en tout cas, il n'était pas du tout absent, parce qu'il y avait bien sûr beaucoup d'activisme féministe, mais disons qu'il était passé un petit peu sous silence parce qu'on avait le sentiment que voilà, tout ça était derrière nous. Aujourd'hui, je pense qu'il est très clair que surtout les nouvelles générations ont compris que beaucoup de choses restaient à faire,
donc il y avait encore beaucoup de progrès et de combats à mener, mais néanmoins, ce n'est pas consensuel du tout. Ce n'est pas parce que le sujet est revenu et que cette question est revenue à l'ordre du jour que tout le monde adhère à cette vision-là. Il y a énormément de résistance, qu'elle soit sur le fond ou qu'elle soit sur la forme, c'est-à-dire sur le fond, voilà, c'est quoi l'égalité des sexes, est-ce qu'on veut vraiment, mais qu'est-ce qu'on perd? Beaucoup de peur aussi, je pense, parce que on va vers un monde où les fantasmes comment dire, sont exacerbés, parce qu'on ne sait pas trop vers quoi on va, donc ça complique un peu les choses. Et du coup, c'est vrai que je pense que ça explique en partie qu'il n'y ait pas de place majeure faite à cette question, y compris dans un pays riche comme la France. Très bien, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à une question sur la crise sanitaire et économique actuelle. Donc, les crises économiques sont un moment d'aggravation des inégalités sociales. La pandémie de Covid-19 et la crise économique qui en résulte ont entraîné le chômage et l'inactivité de 114 millions de personnes. Selon Oxfam France, au niveau mondial, les femmes ont perdu plus de 64 millions d'emplois en 2020, ce qui représente une perte de 5% contre 3,9% pour les hommes. Et en termes de primes, au niveau français, en 2020, on observe que le fossé femmes-hommes se creuse. Selon l'APEC, 47% des femmes cadres ont bénéficié d'une augmentation de salaire contre 55% des hommes. Quelles solutions pourrait-on envisager en premier lieu pour assurer un marché du travail plus sûr à l'intégralité des citoyens? Et que pourrait-on proposer dans un second temps pour réduire les inégalités de genre sur le marché du travail et par exemple la précarité du travail des femmes? Alors là, vous soulevez deux questions différentes, une question structurelle et puis une question conjoncturelle. Donc, je vais répondre d'abord sur la question conjoncturelle, parce que ensuite, c'est pas toujours vrai que c'est pas toujours vrai que crise économique a eu des inégalités femmes-hommes. Il faudrait les caractériser, il faudrait les préciser. Par exemple, celle de 2008, dans l'Europe, parce qu'évidemment, les crises n'affectent pas de la même façon les pays riches, les pays pauvres. Donc, il y a quand même une multitude de réactions. Mais si vous prenez les pays européens, la crise de 2008, c'est beaucoup plus l'emploi des hommes qui a été affecté par le décrochage de l'activité et par le décrochage de l'emploi. Là, justement, c'est beaucoup fait sur des secteurs où il y avait une surreprésentation des hommes, puisque la crise était très sectorielle, donc la construction, l'industrie, et beaucoup moins sur les secteurs type public, parapublic ou social, dans lesquels les femmes sont surreprésentées. Alors après, il y a quand même quelques pays dans lesquels la période d'austérité qui a suivi la crise a affecté plus l'emploi des femmes pour les raisons que je viens de dire, c'est-à-dire comme elles sont surreprésentées dans les secteurs du public et parapublic, quand vous faites des coupes budgétaires, évidemment, ça va les affecter davantage que les hommes. Mais ce n'est pas vrai de façon marquée dans tous les pays, c'est vraiment très marqué dans les pays du Sud où l'ajustement budgétaire a été très fort et l'austérité a été très forte, comme la Grèce, l'Espagne ou le Portugal. Mais ça se voit beaucoup moins dans un pays comme la France ou l'Allemagne. Bon. Sur la crise du Covid, c'est vrai que c'est assez compliqué. Dans un pays, alors je pense que ça dépend beaucoup des pays. Par exemple, aux États-Unis, très massivement, l'emploi des femmes a été très affecté par la crise du Covid. Dans un pays comme la France, où il y a eu un soutien massif à l'emploi, en particulier par le chômage partiel, et y compris pendant les périodes de confinement, pour du chômage pour garde d'enfants, puisque les écoles, les crèches, tout était fermé. Il y a, dans le cas de la France, eu un dispositif de prise en charge de l'arrêt d'activité des personnes qui devaient s'occuper de leurs enfants, et ça concernait beaucoup les femmes. Il faut prendre en compte ces mesures-là parce que je pense que ça crée beaucoup d'hétérogénéité selon les pays et il faut essayer d'être un peu précis, pas tomber dans le systématisme de l'aggravation nécessaire des inégalités, en tout cas femmes-hommes, parce que les inégalités sociales, c'est très clair qu'elles ont explosé à la suite du Covid et nous n'en voyons encore pas l'intégralité. Je pense qu'on va le voir et réaliser l'étendue des dégâts. Maintenant, quand je dis ça, je nuance un peu. On sait par un certain nombre d'enquêtes que le télétravail conduit les femmes à jongler encore davantage avec leur vie familiale, leur vie professionnelle, ce qui n'est pas le cas des hommes, que lorsque les écoles ferment ou que l'enfant doit être en quarantaine, c'est les femmes qui vont ajuster leur temps de travail. Mais ça, j'ai envie de vous dire, c'est structurel en fait. Parce que cette question de la division sexuée des rôles,
rôle, elle est toujours extrêmement marquée dans l'organisation de nos sociétés et la France n'y échappe pas. Et de fait, quand vous avez un souci dans l'organisation, ça se répartit toujours sur une réorganisation très sexuée. Il y a un travail assez intéressant qui a été fait par une de mes collègues, Anne Boring, et qui a montré que pendant la période de confinement, il semblerait que les normes de genre se soient renforcées en matière de conservatisme. Et ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que quand vous n'avez plus les dispositifs publics, type crèche, accueil des enfants à l'extérieur, quand tout ça fonctionne, tout le monde est beaucoup plus féministe. Mais quand il s'agit de reprendre à son compte un certain nombre de tâches et de réorganisation, là, tout de suite, le conservatisme reprend un tout petit peu de vigueur et on a bien envie de dire que c'est aux femmes de réaliser ces tâches. Et ça, c'est assez intéressant parce que ça montre que nos politiques publiques sont extrêmement, j'allais dire, efficaces pour promouvoir l'émancipation économique des femmes, mais que d'un point de vue j'allais dire, d'une adhésion réelle à l'égalité, c'est-à-dire le partage des trucs très pénibles à faire dans la famille ou des choses qui sont contraignantes individuellement, là, je ne suis pas complètement sûre qu'on ait vraiment ouvert une voie, j'allais dire, structurellement égalitaire. Voilà. Alors, maintenant, vous me parlez d'inégalités structurelles sur le marché du travail. Ça, c'est vrai que quand on regarde, alors je vais parler que des pays riches, on voit que d'abord, le taux d'activité des femmes est quand même moindre que celui des hommes, qu'elles sont surreprésentées dans les emplois à temps partiel, surreprésentées dans les emplois précaires, les contrats courts, surreprésentées dans les emplois au SMIC dans le cas de la France, en tout cas dans les bas salaires, et puis qu'on a cette ségrégation professionnelle, c'est-à-dire qu'elles vont être davantage dans des secteurs qui sont potentiellement moins valorisés que les secteurs dans lesquels sont les hommes, et puis une ségrégation verticale, c'est-à-dire qu'il y a un plafond de verre qui reste encore très important, c'est que les femmes sont sous-représentées dans les postes de direction. Et ça, pour faire le lien avec la question conjoncturelle, les crises ne font qu'exacerber souvent, voilà, de mettre un coup de projecteur là-dessus, mais ça existe avant, voilà. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je développe sur comment, enfin, voilà, est-ce qu'il y a des points que vous voulez que je développe dans ces inégalités structurelles ou est-ce que, voilà, je ne voudrais pas être trop longue dans mes réponses, donc je vous laisse peut-être me demander de préciser les points qui vous intéressent. C'était lesquels vous paraissent les plus importants parmi ces points-là? C'est en fonction de vous surtout. Alors, en fait, je vais prendre la question différemment. En fait, en bout de course de toutes ces inégalités structurelles, vous avez les inégalités salariales dont vous avez parlé tout à l'heure. Donc, dans le cas de la France, on a en moyenne 25% d'inégalités salariales entre les sexes. Ce qui ne veut pas dire qu'à travail égal, les femmes gagnent 25% de moins, hein, pas du tout. Mais ça veut dire que quand on prend le salaire moyen des femmes et qu'on prend le salaire moyen des hommes, il y a un écart de 25%. Alors, quand on regarde comment s'explique cet écart de salaire, il s'explique pour pas tout à fait la moitié, mais presque, par le temps de travail. Donc, la question de la division sexuelle du travail, du temps partiel des femmes, elle est absolument centrale dès lors que l'on parle d'émancipation économique des femmes et d'égalité salariale, parce que c'est une grosse partie du problème des inégalités salariales. Ensuite, dans cet écart de salaire, il y a une partie qui est due à la ségrégation professionnelle dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, derrière cet enjeu, ça veut dire que les femmes sont surreprésentées dans des métiers peu valorisés et ou mal rémunérés, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait une réflexion probablement, et d'ailleurs qui a été en partie amorcée avec la crise sanitaire, autour des salaires. Et ça veut dire aussi qu'il y a un enjeu de mixité. C'est-à-dire que s'il y a plus de mixité dans les métiers, vous voyez que ça pèsera moins, cette ségrégation pèsera moins sur les écarts salariales. Et puis, il y a une autre partie qui est liée à ce plafond de verre, c'est-à-dire le fait que les femmes sont surreprésentées dans des positions qui ne sont pas les positions hiérarchiques les plus élevées. Ça tient à une question un peu systémique, c'est-à-dire tout au long de la carrière, les femmes ont des carrières moins dynamiques que les hommes. Et donc là, il faut s'interroger sur à la fois la répartition des tâches domestiques dans la famille, mais aussi sur les modèles de carrière que l'on veut construire. C'est sûr que la valorisation des carrières, elle s'est beaucoup faite sur la carrière de monsieur travaille, madame ne travaille pas, donc avec un mode, j'allais dire, complètement déconnecté. Aujourd'hui, on est dans un monde où les deux parents souhaitent travailler. On ne peut pas avoir, quand on a des enfants, les deux ne peuvent pas avoir un investissement comme monsieur l'avait dans l'époque de monsieur gagne-pain, vous voyez, parce que quand on fait des enfants, on a un peu envie de les voir, un peu envie de s'en occuper. Donc, soit vous le déléguez à votre conjoint, soit les deux partagent un peu. Mais ce n'est pas comme ça que les carrières sont valorisées aujourd'hui. Elles sont valorisées dans un investissement très fort, d'autant plus que vous êtes diplômé. Elles sont valorisées en montrant que vous restez tard, que vous travaillez le week-end, etc.
Et vous voyez bien que ça crée une tension extrêmement forte qui est pas soutenable. Donc, il y a un vrai problème aussi de cette dynamique de carrière qui mène à l'accès à des postes à responsabilité. Et puis, dans cet écart de salaire, il reste une dimension discriminatoire, c'est-à-dire que, sans trop qu'on sache, enfin, on ne sait pas trop pourquoi, mais les femmes gagnent moins que les hommes. Donc, c'est a priori simplement le phénomène de quelque chose qui est pourtant interdit par la loi, mais le fait que les femmes sont moins bien payées que les hommes uniquement à poste égal, à travail égal, à temps de travail égal. Et ça pose un vrai problème de mise en œuvre du principe de lutte contre les discriminations et du principe d'égalité. Même si, juste pour finir là-dessus, la discrimination, elle se niche aussi dans les autres inégalités que j'ai mentionnées. Le fait qu'il y ait du plafond de verre, il y a évidemment une dimension liée à la discrimination. Le fait que les femmes soient surreprésentées dans des métiers moins rémunérés que les hommes, il y a une dimension discriminatoire, etc. Mais donc voilà un peu, pour répondre à votre question, je pense que c'est sur tous ces aspects-là qu'il faut réfléchir. Et c'est bien peut-être réinterroger plus largement la place du travail sur le cycle de vie, voilà, et les aspirations des gens, vouloir une carrière, mais aussi une vie de famille et un partage équilibré de tout ça. Ça se pose pour les enfants, ça se pose pour les parents âgés dépendants, dont on voit eux aussi que ce sont les femmes qui vont s'en occuper davantage que les hommes. Donc voilà, toutes ces questions-là doivent être mises sur la table. Très bien, merci. Et pour la dernière question, donc la question de conclusion, on voulait vous poser la question concrètement, comment mettre en place aujourd'hui dans notre société actuelle du XXIe siècle une économie féministe? Quelles seraient là où les premières mesures à mettre en place pour faire un peu avancer les choses et essayer d'instaurer une économie qui prendrait en compte l'égalité des hommes et des femmes? Alors là, pareil, je pense qu'il faudrait être sur tous les plans. Alors encore une fois, ça dépend. Si vous parlez de l'économie dans le sens l'espace de production, d'échange au sens très large, ou l'économie comme science sociale. Donc, je vais plutôt me cantonner à la première réponse, parce que je pense qu'on a déjà pas mal parlé de la science économique en tant que telle. Alors d'abord, je pense que les réponses ne sont pas nécessairement les mêmes dans tous les pays. Je pense que c'est assez important parce que ce n'est pas en calant le modèle suédois sur la France qu'on va réussir d'abord à avoir l'adhésion de la population et ensuite de coller à ce qui pourrait être le plus efficace en matière de lutte contre les discriminations et les inégalités femmes-hommes. Donc, si je prends le cas de la France, celui que je connais le mieux, il me semble quand même qu'il y a un certain nombre de mises en cohérence des politiques publiques qui peuvent être faites dans une optique d'égalité femmes-hommes. Alors, on a parlé du quotient conjugal tout à l'heure. C'est l'exemple que je donne dans le livre parce que ce n'est pas évidemment tout le système, mais vous voyez, ça interroge quand même notre capacité à revoir nos politiques fiscales, sociales, familiales dans une optique d'égalité. Donc, revoir ce quotient conjugal potentiellement de façon progressive, pour dégager des marges de manœuvre, financer un système d'accueil de la petite enfance qui permette jusqu'à la scolarisation de dégager davantage de temps, ou en tout cas de limiter cette période qui est extrêmement décisive dans l'activité des individus et qui fait qu'on voit ce qu'on appelle un child penalty, c'est-à-dire qu'au moment où les femmes ont des enfants, on voit chuter leurs revenus d'activité, ce qu'on ne voit pas chez les hommes, et on voit même parfois les revenus d'activité des hommes augmenter après la naissance. Voilà, les politiques publiques ont beaucoup à faire de ce point de vue-là. Alors, si la France est plutôt bien dotée pour l'accueil des enfants 3-6 ans, parce qu'on a une école préélémentaire qui est plébiscitée par les parents, qui est financée par l'impôt, donc gratuite en tout cas a priori, qui est bien répartie sur le territoire, etc. Ce n'est pas le cas pour les moins de 3 ans. Là, on a encore des marges de manœuvre assez substantielles à atteindre. Et puis, je le disais aussi tout à l'heure, il y a la question des personnes âgées dépendantes, qui est aussi un véritable problème qui se pose, qu'il va falloir qu'on prenne à bras le corps, parce que ça aussi, c'est source d'inégalité femmes-hommes, parce qu'encore une fois, on sait que ce sont les femmes, les filles, y compris les belles filles, qui s'occupent davantage des personnes âgées dépendantes que leurs conjoints ou que leurs frères. Donc là, il y a tout un ensemble de politiques publiques qu'on peut mettre en œuvre et qui permettraient de faire avancer. Alors évidemment, ça ne résout pas tout, parce que vous avez la question des préjugés, donc de la socialisation genrée, donc ça veut dire qu'il faut travailler sur l'école, sur les normes éducatives, sur tout un ensemble de choses sur lesquelles les
les féministes, d'ailleurs, tirent la sonnette d'alarme régulièrement. Ça veut dire qu'il y a aussi la question de la représentation des femmes et des hommes dans l'espace public. Il y a tout un ensemble de questions. Il faut être un peu sur tous les fronts. Mais voilà, je pense sur les questions de politique publique, il y a des choses qui peuvent être faites et qui peuvent être porteuses d'égalité. Alors maintenant, quand même, juste pour finir là-dessus, quand je disais il ne faut pas caler un modèle étranger sur un pays, et puis on ne peut pas forcément importer qu'une partie d'un système dans un autre système, parce que vous voyez qu'il y a quand même une approche un petit peu de cohérence des politiques publiques. Moi, je ne suis pas certaine qu'on aurait tout à gagner à importer, par exemple, le modèle suédois du congé parental en France, parce que les normes éducatives en France ne sont pas celles de la Suède. Donc, par exemple, en Suède, les parents doivent garder leur enfant la première année ou année et demie de l'enfant. Hein, c'est une norme éducative. On ne confie pas son enfant en crèche ou à 6 mois en Suède, alors qu'en France, on peut parfaitement confier son enfant à 6 mois. Personne ne vous dira que vous êtes un mauvais parent. Ça fait tout à fait partie de nos normes éducatives. En Suède, les femmes sont quand même très fortement encouragées à allaiter et à allaiter longtemps. Ce n'est pas forcément le cas c'est pas forcément ce que veulent les Françaises. Donc, je pense que si on voulait importer un congé parental suédois qui oblige en fait les parents à prendre le congé parental la première année, hein, parce que c'est ça qui se passe dans les pays nordiques, hein. Ils ont fait en sorte que ce soit mieux partagé entre le père et la mère, mais c'est quand même une obligation de prendre ce congé parental la première année de l'enfant. Je pense que ce n'est pas du tout adapté au système français et ça ne nous fait pas repartir des atouts que nous avons. Donc, il faut qu'on arrive à réfléchir à des politiques publiques qui permettent aux parents qu'ils souhaitent de prendre du temps pour s'occuper de leurs enfants, tant que ce soit trop inégalitairement réparti entre les femmes et les hommes au niveau macro-social. Donc, il faut trouver une façon de le partager avec des incitations, voire des obligations, comme on l'a dit un peu côté paternité, congé paternité, pardon. Mais voilà, il faut trouver notre propre voie qui permette de construire des politiques publiques qui soient porteuses d'égalité et d'émancipation. Très bien, merci. Du coup, on peut passer aux questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat ou alors simplement à nous parler directement en ouvrant votre micro. On a une première question de Luna. Donc, tout d'abord, merci pour votre intervention ce soir. J'ai une question sur l'individualisation de différentes allocations et notamment l'allocation adulte handicapé. Pensez-vous que cette individualisation serait souhaitable d'un point de vue économique? J'y pense notamment car dans les milieux militants, l'individualisation de l'allocation adulte handicapé est présentée comme nécessaire, notamment pour protéger les femmes en situation de handicap, qui sont très souvent encore plus exposées aux différentes formes de violence, ce qui selon moi fait sens, alors même que cela ne semble pas être le cas dans les institutions comme l'Assemblée nationale. Alors moi, je suis tout à fait favorable à cette individualisation de l'allocation adulte handicapé. Sa conjugalisation est tout à fait contraire au principe de justice. En fait, c'est même pas une question d'efficacité, pour reprendre votre formulation, Luna, mais c'est vraiment une question de justice. Pourquoi? Parce que soit on considère que, et c'est à juste titre dans un pays riche, lorsque on a un handicap, il y a une solidarité collective pour vous aider à vivre votre vie le plus normalement possible et donc à être émancipé et autonome. Et dans ces cas-là, il n'y a aucune raison de le conjugaliser parce que c'est vrai que ça crée une dépendance économique vis-à-vis du conjoint. Et par ailleurs, c'est une façon mais vous voyez que ça va totalement dans la logique du quotient conjugal. C'est une façon de considérer que vous avez une unité qui est le couple, qui est la famille, et que en fait, les gens doivent se débrouiller au sein de cette unité-là, et que les politiques publiques s'ajustent sur le couple ou la famille, et pas sur l'individu. Alors, sur la question de l'allocation adulte handicapé, je pense qu'il n'y a aucune ambiguïté. Son individualisation est évidemment quelque chose qui me semble important. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, la question générale de l'individualisation des droits sociaux, elle pose quand même des questions de mise en œuvre. Pourquoi? Parce que c'est vrai que lorsqu'on forme un ménage, on a un certain nombre de... Enfin, on a ce qu'on appelle des économies d'échelle dans la vie, c'est-à-dire qu'on arrive à accumuler ou à mettre en commun un certain nombre de dépenses, notamment le logement, hein, qui est la plus grosse dépense des ménages, qui fait que pour avoir le même niveau de vie, un couple n'a pas besoin de doubler le salaire d'un célibataire. Vous voyez, donc, donc on ne peut pas dire que
on ne doit pas du tout tenir compte des solidarités privées, ce qui serait le cas si on voulait tout individualiser, mais en même temps, on ne peut pas dire qu'on doit, disons qu'on doit faire de l'unité familiale ou du couple l'unité principale des politiques publiques. Donc, le plus on peut individualiser, le mieux c'est. Parfois, ça peut conduire à une forme comment dire, enfin, si on ne tient pas du tout compte des solidarités privées, vous voyez bien que dans les familles dans lesquelles vous avez une femme qui ne travaille pas mais qui est mariée avec un conjoint extrêmement riche, vous pourriez vous dire, bah, voilà, si je vais lui donner le RSA, si vous individualisez le RSA. Alors pourquoi pas, dans ces cas-là, on tombe dans les débats autour de l'allocation universelle, hein, qui consisterait à donner une aide, enfin, un revenu minimum à l'ensemble de la population, inconditionnellement regardant les revenus et la composition de la famille. Et dans ces cas-là, il y a toute une architecture des politiques publiques qu'il faut revoir de manière à ne pas porter atteinte à l'égalité, à la redistribution verticale entre les ménages. Donc, du coup, on tire quelque chose de très compliqué. La question que pose Luna est assez complexe dans sa globalité. Par contre, il me semble que pour l'allocation adulte handicapé, il n'y a pas d'ambiguïté. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Ah, alors, je vais la lire. De Chassot, est-ce que vous pourriez parler de l'idée de double journée pour les femmes maintenant qu'elles travaillent plus systématiquement? Aussi, pourriez-vous parler de pourquoi la charge domestique ne diminue pas vraiment et n'est pas mieux répartie malgré le fait que l'argument qui veut que l'homme ne participe pas à la vie domestique après sa dure journée de labeur, entre guillemets, ne tient plus? Alors, elle baisse, hein, la charge domestique, elle baisse sur le long terme. Ça, c'est l'élément central à prendre en compte, c'est-à-dire que le volume de travail domestique qui est fait dans les ménages a fortement baissé. Alors, comment on le mesure? On le mesure par des enquêtes emploi du temps, donc qui existent depuis, alors il y a des versions un peu anciennes, mais disons que les plus structurées, c'est les débuts des années 80, fin des années 90, 2010. Le volume de travail domestique qui est réalisé baisse. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez eu une intensification, enfin, un équipement des ménages qui s'est accru. Hein. Donc, par exemple, si vous prenez le linge, c'était extrêmement chronophage dans les années 60. Ça allait beaucoup moins quand on a une machine à laver le linge. Alors, il faut quand même mettre le linge dans la machine, appuyer sur le bouton et trier le linge, mais quand même, vous voyez, c'est beaucoup moins que laver le linge à la main. Donc, ça a évidemment réduit fortement le temps que les femmes consacraient au travail domestique. Vous pouvez penser à tous les équipements, hein, le frigidaire, le lave-vaisselle, etc. Et puis, plus récemment, ce qui a conduit à la baisse du volume de travail domestique, c'est par exemple la livraison des courses, tous ces nouveaux modes de consommation qui ont permis de réduire aussi le temps consacré au fonctionnement du ménage. Et puis aussi les normes, c'est-à-dire que bon, dans l'entretien du ménage lui-même, la cuisine, la façon dont on prépare les repas, les attentes ont beaucoup changé en 3 ou 4 décennies, et maintenant on ne s'attend pas à avoir un repas, j'allais dire, avec entrée, plat, dessert à chaque repas qui pouvait être très chronophage. Donc tout ça fait que le volume de travail domestique s'est beaucoup réduit. Donc ça, c'est un premier élément à prendre en compte. Par contre, ce qui n'a pas bougé vraiment, c'est la répartition de ce travail domestique entre les sexes. Donc c'est toujours à peu près 70% de travail domestique réalisé par les femmes. Et le temps de travail, j'ai envie de dire, c'est pour ça un peu le point un peu central de ce qui reste dans des pays riches comme la France, parce que je ne vais pas vous parler des pays à moyen revenu ou à bas revenu, parce que c'est une toute autre histoire qu'il faudrait raconter. Mais là, quand on prend les pays riches, ce qui reste et qui est très central, c'est ce dont on a parlé pendant toute la conférence, c'est essentiellement l'éducation des enfants, qui prend du temps et que vous ne pouvez pas complètement externaliser, parce que vous ne voulez pas complètement l'externaliser, parce que quand on a des enfants, encore une fois, on a quand même envie de passer du temps avec eux. Donc, c'est une partie de bien-être, mais c'est aussi une partie que vous pouvez déléguer un peu à votre conjoint parce que vous savez que ce sera bien fait, puis que c'est la mère. Ouais, c'est pas comme si les parents n'ont pas forcément envie de mettre l'enfant à la crèche de 6h du matin à 20h et de le récupérer pour le mettre au lit, vous voyez. Mais si c'est votre conjoint qui va le chercher, qui s'en occupe, ça vous va. Donc, vous avez une forme de répartition de cette charge qui est assez problématique. Ça, c'est un premier élément. La journée, elle s'inscrit là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de la participation des femmes au marché du travail, il y a eu quand même une diminution forte du travail domestique réalisé par les femmes, et c'est d'autant plus vrai que lorsqu'elles travaillent, elles externalisent une partie de ces tâches, en particulier, vous mettez l'enfant à la crèche, ou il va à l'école, etc. Mais il reste quand même une dimension un peu qui se juxtapose, une dimension entre de travail, d'activités qui restent à faire pour le fonctionnement du ménage et qui sont essentiellement à la charge des femmes et qui créent
crée des inégalités professionnelles. D'où l'intérêt d'avoir aussi des congés qui forcent un peu les hommes à s'investir dans la famille pour essayer de limiter l'impact de cette division des rôles qui est très ancrée dans les normes de genre. Hein. Donc, c'est assez compliqué, en fait, de dénouer tout ça. Donc, il y a une façon de dénouer, c'est par l'externalisation de ces tâches, en ayant des politiques publiques qui permettent ça, mais ça ne suffit pas, parce qu'il reste quand même des choses qu'on ne peut pas externaliser et qui ne sont toujours pas partagées. Donc, voilà, je ne sais pas si ça répond un peu à la question, mais... Bonjour. Moi, j'ai une autre question. Donc, vous abordez la notion de féminisme plutôt au singulier, mais on sait aujourd'hui qu'il existe plusieurs courants, des revendications qui sont assez différentes. Est-ce que vous avez déjà rencontré ces divisions dans vos travaux et qu'est-ce que ça peut apporter en fait à la discipline? Alors, j'ai essayé, vous avez tout à fait raison de souligner ça, je l'ai mentionné au tout début, de dire qu'il y avait des féminismes et d'ailleurs des écoles de pensée en économie. C'est pourquoi je disais on devrait dire en fait les économies féministes et pas l'économie féministe. C'est un raccourci qui évidemment laisserait entendre qu'il y a une forme de consensus dans les deux, hein, dans les deux sphères, à la fois dans la science économique et dans la pensée féministe, qui est multiple et traversée par plein de controverses depuis toujours. Hein, donc, c'est pas quelque chose qui est nouveau. Ces controverses, elles peuvent être vives, hein, extrêmement fortes, donc y compris dans, le cas dans un camp progressiste qui veut l'égalité, contre la discrimination, etc. Il y a de débats et de controverses. Alors, est-ce que je les ai rencontrés dans mes travaux? Pas tellement en tant qu'économiste, parce que l'économie est une discipline euh, qui va, alors pas prendre pour acquis, parce qu'il y a quand même des réflexions autour des catégories statistiques, mais vous voyez, vous allez travailler autour des deux grandes catégories femmes-hommes, vous savez bien qu'il faut les interroger, que c'est une construction en partie politique et sociale de ces catégories. Moi, je connais bien la littérature féministe, tous mes collègues ne le connaissent pas forcément hein, en économie, mais voilà, je connais bien la littérature en sociologie, en philosophie sur ces questions-là, en sciences politiques évidemment. Mais vous voyez, il y a quand même un moment, quand vous êtes du côté un peu de la quantification et de l'évaluation, vous êtes obligé de faire un peu avec, parce que les catégories, vous en avez besoin. Parce que si vous n'avez pas de catégorie, si vous n'avez pas de groupe, vous n'avez pas de discrimination, vous n'avez pas d'inégalité. Forcément, les inégalités de discrimination, elles se pensent à partir de catégories, de revendications et de catégories. Par contre, dès que vous avez ces catégories, vous pouvez critiquer la façon dont vous classez les gens dans ces catégories. Alors, la catégorie femmes-hommes, évidemment, en études sur le genre, elle est bien évidemment souvent prise comme ça, alors qu'on sait très bien que ces deux catégories sont traversées par de multiples dimensions, que ce ne sont pas des catégories homogènes, que la distinction femmes-hommes, elle est aussi poreuse. Enfin voilà, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là parce qu'il y a énormément de littérature là-dessus, ce n'est pas complètement votre question, mais peut-être juste pour vous dire, du côté de mes travaux, j'y suis confrontée parce que en tant que directrice d'un programme sur le genre, moi je travaille avec mes collègues et voilà, j'organise de la valorisation scientifique et des événements avec les étudiants et les étudiantes, etc., qui évidemment impliquent qu'on soit confronté à des formes de controverses qui peuvent être vives et qui sont très stimulantes d'ailleurs. Et je ne sais pas, vous, en tant qu'étudiant, étudiante, vous devez aussi, de temps en temps, poser des questions qui challengent un peu vos profs et qui les poussent à revenir un peu sur des questions qui nous semblent acquises. Donc voilà, oui, dans les modes d'enseignement, dans la façon de faire la recherche quand on est dans la pluridisciplinarité, on voit les différences, enfin, en tout cas, on voit les controverses. Alors, comme dans le champ des sciences sociales, je veux dire les controverses théoriques ou controverses fortes qui peuvent exister au sein des féminismes. Maintenant, si votre question c'est sur l'activisme, alors là, je vous invite à lire le dernier livre de ma collègue Rejane Senna qui s'appelle Radical et fluide, dans lequel elle essaie d'analyser, donc pas seulement sur les questions féministes, mais de façon plus large, justement la façon dont les mouvements politiques du côté progressiste peuvent s'entrechoquer les uns les autres, voire même parfois avec des controverses vives et très violentes. Et comment est-ce qu'on articule quand même une cause commune autour qui serait celle de la justice sociale hein, au sens large. Je ne sais pas si ça répond à votre question, qui est compliquée. Hein. Oui, merci, c'est parfait. Est-ce que quelqu'un d'autre a une autre question? Je pense que Marin levait la main. Marin levait la main, oui. Oui.
Bonjour Madame Périvier. D'abord, merci pour vos réponses sur ce sujet qu'on connaît assez peu finalement. Moi, ma question avait un petit lien avec l'actualité. On a souvent entendu parler dernièrement d'écoféminisme, notamment par la candidate à la primaire écologiste Sandrine Rousseau. Donc, la convergence entre le féminisme et la préservation de la nature et toute la dimension environnementale. Est-ce que vous ou certains de vos collègues économistes avez déjà fait un lien entre l'économie féministe et ce mouvement écoféministe qui est né dans les années 70? Alors, mais faire des liens, c'est compliqué. Déjà, voilà, faire de l'économie féministe et faire de la question écologique une question de la science économique sont déjà deux défis majeurs de la discipline auxquels la discipline doit répondre. Justement, j'y pense parce que ce matin, on avait un séminaire sur la question macroéconomique et en quoi les modèles ne tiennent pas compte, justement, suffisamment compte des enjeux liés à la transition écologique. Donc, vous voyez, comment intégrer de multiples perspectives et challenger les sciences sociales, ça c'est une question à laquelle je n'ai pas une réponse nécessairement complètement cohérente et entière. Maintenant, c'est vrai que l'écoféminisme, en fait, c'est assez intéressant parce que ça existe depuis très longtemps. Avec des branches, c'est pareil, hein, on devrait parler des écoféminismes parce que vous avez de multiples façons d'associer la question écologique à la question du féminisme, des féminismes. Ça peut être d'une façon plus, j'allais dire, philosophique, où on fait le lien entre une oppression qui est l'oppression patriarcale et l'oppression de la nature par l'industrialisation et le capitalisme moderne, et donc que ces deux formes d'oppression sont des oppressions sœurs et que du coup elles vont de pair l'une avec l'autre et que lutter contre l'une, ce sera lutter contre l'autre. Ça, c'est une façon de voir les choses. Je pense que vu le débat actuel, l'état actuel du développement des pays, en tout cas des pays à haut revenu, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Hein. Et puis, il ne faut pas tomber non plus dans une forme d'essentialiste qui considérerait à dire que les femmes sont les gardiennes de la nature et que les hommes, etc. Alors, ce n'est pas du tout le cas de Sandrine Rousseau, puisque vous l'avez mentionné, ce n'est pas du tout la forme d'écoféminisme qu'elle porte, puisqu'elle est dans un rôle de promotion de l'écologie et de promotion de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Donc, c'est une forme de mise en œuvre de lutte contre toute forme d'oppression et dont elle identifie que le capitalisme crée des oppressions sociales qui sont en partie des oppressions que les femmes subissent. Donc c'est plutôt cette forme-là qui est politiquement défendue. Donc en tout cas, il n'y a pas il n'y a pas de travaux très avancés, en tout cas un corpus très avancé en sciences économiques qui traite de l'écoféminisme, si c'est ça votre question. Oui, c'était ça. Merci beaucoup. Alors, on a un autre message sur le chat. L'allaitement prolongé ne doit pas être un frein au retour au travail des femmes. Il serait nécessaire d'organiser le travail et la garde des jeunes enfants pour permettre aux mères de recommencer à travailler. Actuellement, très peu de choses sont faites dans ce sens. C'est pourquoi l'allaitement a une incidence sur le travail des femmes et vice-versa. Oui, c'est une question complexe parce qu'il ne faut pas tomber dans... c'est pareil, encore une fois, je suis désolée, je n'ai pas forcément la réponse absolue à vos questions parce que c'est pas simple. La question de l'allaitement, c'est la question des droits des femmes à disposer de leur corps. On doit pouvoir allaiter si on le souhaite, on doit ne pas pouvoir allaiter si on ne souhaite pas allaiter. Et donc, il ne faut pas tomber dans un travers qui serait j'interdis aux femmes d'allaiter parce qu'on retourne au travail et rien n'est fait pour leur permettre d'articuler ce potentiel désir qu'elles ont et leur désir de continuer et poursuivre une carrière. Et en même temps, il ne faudrait pas qu'on crée non plus des structures qui consistent à avoir une injonction forte aux femmes d'allaiter, parce qu'il y en a quand même qui ne le souhaitent pas. Et ça, ce n'est pas simple pour trouver à la fois des espaces qui permettent des espaces d'émancipation, c'est-à-dire des espaces où le choix individuel peut être fait. Voilà. Et les politiques publiques, souvent, elles
elles contraignent et elles peuvent créer un cadre qui soit crée des injonctions qu'on ne souhaitait pas voir, soit interdit des possibilités de choix comme celle d'allaiter. Peut-être quand même pour vous dire qu'il y a quand même il y a un cas juridique très intéressant que ma collègue Marie Mercade-Brun cite souvent, qui est spécialiste des discriminations, que je trouve assez intéressant. C'est un cas européen parce qu'en Espagne, il existe un congé allaitement et un jour, un père a porté plainte auprès du tribunal, et en l'occurrence, c'est allé jusqu'à la Cour européenne de justice, parce qu'on lui refusait le droit à ce congé allaitement, alors même que lui souhaitait nourrir son enfant, alors pas au sein évidemment, mais en tout cas nourrir son enfant. Et la Cour européenne de justice lui a donné raison, parce que le but de ce congé, disons, le juge a statué que le but de ce congé est de nourrir l'enfant, et donc on pouvait nourrir l'enfant avec un biberon et pas nécessairement au sein, et donc il lui a été accordé de pouvoir bénéficier de ce congé allaitement. Voilà, c'est une petite illustration pour vous montrer que cette question, elle est complexe, qu'elle nous interroge aussi sur la question, la dimension biologique et sociale des rôles. Voilà, je trouve ça intéressant que ce congé allaitement ait pu être donné à un homme. Voilà, donc il faut trouver le juste milieu pour permettre et ouvrir un espace d'émancipation sans créer une oppression supplémentaire, qui est quand même déjà très forte sur le corps des femmes. Donc voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions Apparemment pas. On en a eu plusieurs, c'est déjà très bien. Pénélope, on va clore la conférence. Oui, merci beaucoup, Hélène Périvier, de nous avoir accordé votre temps pour nous parler de l'économie féministe. On espère que ça vous a plu. Oui, j'étais ravie. Merci beaucoup de vos questions qui sont très pertinentes et j'ai essayé d'y répondre au mieux, même si voilà, on fait un peu ce qu'on peut, mais ça veut dire qu'il y a toute place pour continuer des travaux de recherche pour continuer à répondre aux multiples questions que vous vous posez, et il y a encore beaucoup de choses à faire. Très bien, merci beaucoup.